Je pense qu'on va pouvoir y aller. Bonjour à tous, merci d'être connectés ce matin. On est ravis de vous accueillir pour cette visio pour notre brief investisseur, dans lequel on va aborder le sujet de l'implication des acteurs de la chaîne de valeur du secteur agroalimentaire dans la déforestation et donner un éclairage particulier sur le cas de l'entreprise Carrefour. Donc, comme vous le savez, depuis décembre 2022, la législation européenne interdit l'importation de produits dérivés issus de la déforestation et dont les viandes de bovins élevés au sein d'exploitations responsables de ce phénomène. Pourtant, malgré les engagements pris par l'entreprise Carrefour, d'après les enquêtes menées par l'ONG Mighty Earth que Boris Patten-Traeger va nous présenter, l'entreprise Carrefour est toujours liée à des abattoirs brésiliens très controversés en termes de déforestation. Le présent brief investisseur, pour donner quelques éléments de contexte, fait suite à un premier rendez-vous organisé par le FIR sur le cas Casino en novembre 2021, où on avait déjà abordé le sujet de la déforestation dans la zone Amazonie sur lequel était appliquée cette entreprise. L'entreprise Casino est actuellement en procès et se désengage peu à peu du Brésil, laissant de la place pour plus de place pour l'entreprise Carrefour. Comme va nous l'expliquer Boris, donc je laisserai développer. Et cela implique donc une responsabilité accrue pour l'entreprise. Donc on vous propose de découvrir dans un premier temps les travaux de Mighty Earth qui se concentrent sur cette entreprise Carrefour et qui nous seront présentés par Boris, donc directeur France de Mighty Earth. Et dans un second temps, Sophia Condes, qui est manager des relations investisseurs chez Faire Initiative, reviendra sur l'engagement que son organisation mène avec l'entreprise Carrefour, justement. Et après avoir présenté les principales conclusions du dernier rapport Coller Fair Protein Producer Index, et en particulier les résultats de l'indicateur déforestation de cet index. Donc, suite à ces deux présentations, on aura une petite session de questions-réponses de environ 10-15 minutes. Mais surtout, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure des présentations dans le chat ou dans la session Q&R. Et on essaiera d'y répondre donc soit pendant cette session de questions-réponses, soit au fur et à mesure au fil de l'eau. Voilà, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Boris et je vous remercie à tous encore de votre présence. Merci beaucoup, Marie. Je vais présenter et partager mon écran. Voilà, normalement, vous l'avez en plein écran et normalement, vous m'entendez. Si à quoi que ce soit, vous me dites. Je vais donc commencer la présentation. Mighty Earth, c'est une ONG de protection des forêts et on a lancé donc cette année une campagne qui s'appelle Carrefour nous enfume et donc qui a été dupliquée par une campagne qui s'appelait Carrefour nous enfume toujours. Et on va vous expliquer pourquoi. Et donc, en fait, moi, j'ai rejoint Mighty Earth en avril de 2022. C'est justement par rapport au fait que l'entreprise Carrefour devenait de plus en plus importante, notamment au Brésil, avec un lien très fort avec la déforestation, comme on va en parler. Et pour information, je suis aussi le cofondateur de l'ONG française Envolver, qui est l'ONG qui a lancé l'investigation et le procès sur le cas Casino, qui fait partie de la coalition d'ONG qu'a évoqué Marie, qui ont intenté un procès au groupe Casino, que ce soit au Brésil ou en Colombie. Mais là, on va parler de Carrefour et de pourquoi on a lancé cette campagne sur ce groupe. Donc déjà, Mighty Earth, si peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas, ce qui est possible, vu qu'on est une ONG plutôt américaine, assez nouvelle en France. Donc moi, je suis la première personne recrutée en France. Donc c'est une ONG de plaidoyer qui est donc vraiment obsédée par l'impact. C'est le terme qui est utilisé. C'est vraiment ce qui
ce qui spécifie Mighty Earth, c'est-à-dire vraiment d'être le plus efficace possible, avec la volonté de créer un perfect storm, en mélangeant des campagnes de communication afin d'influer à la fois les acteurs privés et publics pour pouvoir mettre en place de nouveaux engagements pour réduire les impacts environnementaux, que ce soit des acteurs en bout de chaîne ou que ce soit les producteurs. Et c'est souvent en lien avec les questions de déforestation, mais aussi en lien avec les questions de changement climatique. Voilà, donc on a vraiment des cibles, mais on ne fait pas que ça, on travaille aussi avec les entreprises régulièrement avec des investigations, des discussions sur le long terme. Mais on va en parler plus tard quand on parlera de la théorie du changement que nous avons. Donc peut-être pour vous rappeler la question des enjeux hein, sur le Brésil, qui est un pays qui a quand même été sur le devant de la communication dernièrement, donc on pourra en parler également. Peut-être ce qui est important de savoir, c'est qu'on n'en parle peut-être pas assez, mais concernant la déforestation en Amérique du Sud et en particulier en Amazonie, 75% de cette déforestation est liée au bovin, au secteur bovin. C'est-à-dire qu'en fait, on coupe la forêt, on vient mettre du pâturage, comme vous pouvez le voir sur les images, et voilà. Et donc la forêt se réduit pour pouvoir permettre à ces bovins de remplacer la forêt par du pâturage. Après, il y a d'autres productions qui arrivent, mais la première cause, c'est en termes de surface, c'est le secteur bovin. Ensuite, ce secteur bovin, il faut savoir il y a du bœuf qui est produit, mais aussi du cuir. Le cuir part un peu partout dans le monde, notamment en Europe. Le bœuf, qui est le principal produit, lui, est consommé sur le marché local, notamment dans les supermarchés. Donc 75%, 74% de ce bœuf brésilien est consommé sur le marché local. Comme vous le savez, l'Amazonie a continué à être déboisée de façon massive. Et ce qui est assez incroyable, c'est que l'année 2022 a été une des pires années enregistrées, que ce soit pour l'Amazonie ou pour le Cerrado d'ailleurs. Et on estime que sur le temps du mandat de Bolsonaro par rapport aux 10 années précédentes, il y a eu une augmentation de 75%. Et pour juste le dernier mois de l'année, donc décembre 2022, donc le dernier mois de mandat de M. Bolsonaro, il y a eu une augmentation de 150% de la déforestation. Donc c'est vraiment quelque chose qui est toujours là, et il y a eu la déforestation jusqu'à l'investiture de Lula. Et il faut savoir que cette déforestation, elle n'est pas juste loin et impactant les populations locales ou la biodiversité, elle a aussi un impact sur les émissions de gaz à effet de serre mondiales, et même sur le fameux tipping point, donc le point de bascule de l'Amazonie, qui, si on atteint un certain taux de déforestation, que certains chercheurs et scientifiques indiquent qui est déjà arrivé, on pourrait avoir 2 ans d'émissions de gaz à effet de serre relarguées en quelques années, liées à une savanisation de l'Amazonie, c'est-à-dire que la forêt tropicale deviendrait une savane. Donc on est sur un problème vraiment massif, et ça se passe maintenant en fait. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à arrêter la déforestation maintenant, on sera dans le fameux tipping point. La déforestation, là je vous montre une autre façon qu'on a eu de travailler sur la campagne. On a aussi travaillé avec des dessinateurs pour expliquer une problématique qu'il y a sur la déforestation, qui est une problématique de déforestation liée à l'élevage, mais qui est aussi la déforestation liée à beaucoup de matières premières. C'est-à-dire que la chaîne de valeur est très complexe et qu'en général, il y a même des cas de blanchiment. Là, on parle de blanchiment de vache, mais on appelle ça cattle laundering en anglais. Mais globalement, il y a un contrôle qui est fait sur une ferme qui, elle, est légale, et toutes les fermes qui sont issues de la déforestation passent par cette ferme pour se légaliser, entre guillemets, et blanchir la déforestation. Donc ça arrive vraiment de façon massive en Amazonie. Par exemple, il faut savoir qu'en général, une ferme, il y a une vache à l'hectare, et il y a des fermes qui sont donc légalisées, qui ont une certaine quantité d'hectares, et qui montent en fait à plus de 15 vaches à l'hectare. Ce qui fait qu'il y a à peu près, des fois jusqu'à 90%, 95% des bovins qui sont vendus par cette ferme qui sont des bovins finalement illégaux, ou en tout cas qui ont été blanchis. Donc ça, c'est une vraie problématique. Et donc c'est comme nous, on a besoin de faire des investigations pour pouvoir voir si les fermes légalisées ou qui font du blanchiment sont issues, s'approvisionnent de la déforestation, mais c'est un problème qui est vraiment que l'on retrouve énormément. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette déforestation, elle n'est pas juste loin. La France a un énorme impact sur cette déforestation, avec les deux principaux distributeurs
qui sont français en fait au Brésil. Donc on a parlé du groupe Casino, qui était le groupe leader jusqu'à il y a peu. Mais depuis peu, le groupe Carrefour est devenu le leader de la grande distribution au Brésil. Là, on va vraiment parler, c'est important de le préciser, dans ma présentation, en particulier, des pratiques du groupe Carrefour au Brésil. Et donc, on va plutôt parler de la question de la loi sur le devoir de vigilance. Je vais juste faire une allusion, mais Sophia en parlera beaucoup plus, de la question du soja, qui lui est importé jusqu'en France, sert à nourrir les élevages, notamment vos volailles, et se retrouve dans les produits Carrefour en France. Mais là, ce dont on va parler, c'est le Carrefour au Brésil. Et donc là, il y a aussi une loi française qui, comme vous le savez, qui impacte sur ces pratiques. C'est la loi sur le devoir de vigilance qui demande en fait à ces grandes compagnies d'être vigilants et de prévenir les risques sur leur chaîne d'approvisionnement, pas seulement sur les fournisseurs directs, mais sur l'ensemble de la chaîne où il y a une relation commerciale établie. Donc voilà, ça c'est ce qu'il faut savoir. Donc nous, on a choisi de ne pas attaquer en justice le groupe Carrefour, on a plutôt choisi une campagne publique, on va y revenir. Mais avant d'y revenir, j'arrive pas à passer ma slide, si c'est bon. Voilà, sur le poids du groupe Carrefour au Brésil. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis l'acquisition du groupe BIG qui a eu lieu en juin, donc le groupe BIG, c'était le troisième groupe au Brésil, ils ont à peu près doublé leur chiffre d'affaires, vu que le groupe BIG faisait à peu près 500 magasins également, et que le groupe Carrefour, initialement, en faisait 548. Donc, on a plus de 1000 magasins au Brésil, jusqu'à 1200 à peu près qui sont évoqués. Et le groupe Carrefour fait à peu près 25% de la grande distribution au Brésil. C'est même plus que ce que représente Leclerc, qui est le leader en France, pour le Brésil. Donc, ils sont devenus vraiment majoritaires. Et ils ont notamment un groupe qui s'appelle le groupe Atacadão, que vous pouvez voir en haut à droite, qui est en fait un nouveau modèle qui est spécifique au Brésil et qui est en fait une sorte de very hard discount. Donc, on vend vraiment des produits massivement à un bas coût. Donc, en gros, c'est un énorme grossiste, mais qui est à destination des consommateurs. Et c'est donc dans ces magasins, mais aussi dans les magasins Carrefour, d'autres magasins, que l'on retrouve des produits viande, comme on peut voir en bas à droite, en grande quantité, dans des grands emballages, des fois jusqu'à 1-2 kilos de viande. Et dessus, comme vous pouvez le voir, il y a marqué, en rond, là, vous voyez, il y a marqué en bas à droite, un sigle qui avait indiqué le CIF. Et donc dessus, on peut voir le numéro de l'abattoir. Et donc, à partir de là, remonter avec une date de production jusqu'au aux produits et aux élevages. Donc, notre théorie du changement que l'on a mis en place pour le groupe Carrefour, c'est partir du constat que Carrefour est devenu vraiment un acteur majeur et que cette année, c'était l'année des élections présidentielles au Brésil. Le groupe Carrefour était devenu au même moment le sponsor majeur des Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc, il y avait vraiment un momentum et en plus, il y avait une augmentation massive de la déforestation. Donc, on a fait cette campagne à ce moment-là. Le bœuf et le soja, parce que la campagne a aussi touché le soja, sont des enjeux complexes, mais c'est aussi des enjeux qui impactent massivement la déforestation. Toute la chaîne d'approvisionnement doit être engagée. Nous, notre stratégie, c'est de toucher Carrefour pour pouvoir agir sur les acteurs intermédiaires, comme le groupe JBS, comme le groupe Bunge, on y reviendra. On a donc une campagne qui a été choisie comme étant une campagne de communication pour garder on va dire le risque d'être attaqué en justice par rapport à la loi sur le devoir de vigilance. Donc, on a vraiment deux approches différentes entre Casino et Carrefour. Casino, c'est une approche plutôt légaliste, et sur Carrefour, c'est une approche plutôt de communication que vous avez pu voir et que je vais évoquer. On propose également des solutions concrètes en expliquant notamment le fait que sur d'autres secteurs, on a réussi à décorréler la déforestation avec l'expansion d'une matière première, notamment avec l'huile de palme. On y reviendra également. Et notre approche, c'est aussi de changer le leader de la grande distribution. Donc, on sait qu'ils sont plutôt vertueux au Brésil par rapport à d'autres acteurs, mais ils sont très loin de la durabilité. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur la durabilité. C'est vraiment Carrefour continue à proposer des produits issus de la déforestation. Carrefour s'était engagé à zéro déforestation en 2020. Ils ont changé à zéro déforestation en 2030 sur le bœuf. Donc, en gros, ils ont décalé dans le temps leurs engagements. Et donc, ils ne sont pas durables du tout sur leurs approvisionnements en bœuf. Et même sur le soja. On y reviendra aussi rapidement. Et donc, ensuite, derrière, l'idée, c'est d'accompagner tout ça avec un suivi sur les régulations, que ce soit la régulation sur la déforestation importée, plutôt par rapport au soja, ou que ce soit sur la loi sur le devoir de vigilance
français. Et nous, on va continuer à mettre en place du monitoring régulier sur ces pratiques. Donc, voilà un peu tout ce que l'on met en place. Et donc, la campagne, c'est juste une des actions dans cette théorie du changement. Donc, notre enquête, la première enquête qu'on a réalisée durant 3 mois, donc de mai à août 2022, on a enquêté dans 6 magasins, on a enquêté sur 102 magasins, 102 produits en tout. Donc, à nouveau, les produits que vous voyez à droite. Et donc, ça a été localisé dans différents magasins de Carrefour au Brésil. Les résultats montrent que sur l'ensemble de ces magasins, il y en a 50% qui sont issus d'abattoirs à risque, donc à risque de déforestation, donc c'est énorme, et 72% sont liés à JBS, qui est considéré par de nombreuses ONG comme le Monsanto de la déforestation. On a également trouvé que 12% de ces approvisionnements étaient issus de 2 abattoirs qui étaient censés être des abattoirs. Carrefour avait annoncé dans son document d'enregistrement universel, donc un document officiel qui est partagé notamment auprès des investisseurs, et est indiqué dessus que Carrefour arrêtait de s'approvisionner des abattoirs du Rondônia, qui était vraiment le pire pays, le pire état, et où JBS était vraiment problématique dans cette zone-là, avec beaucoup de déforestation. Donc Carrefour avait annoncé fin avril, arrêter de s'approvisionner de ces abattoirs du Rondônia. Et en fait, nous, on a trouvé durant les 3 mois qui ont suivi des produits issus de ces abattoirs. Et par ailleurs, on a pu corréler ces abattoirs avec des cas de déforestation dans une réserve autochtone, donc une réserve Uru et Uauau, qui est par ailleurs, et ça c'est important pour vous qui vous intéressez sur la question du risque, une population autochtone qui est très connue en ce moment, vu qu'ils ont sorti un film qui s'appelle le film The Territory, et au territorio en portugais, pardon, et qui est très connu et qui a eu de nombreux prix et qui donc fait le lien entre la déforestation qu'il y a dans ce territoire et l'élevage bovin. Et donc Carrefour est en lien avec ces pratiques illégales. Sur le soja, donc c'est la seule parenthèse que je ferai sur le soja. Donc on a également fait une part de notre enquête sur le soja. Et donc en fait, donc là on parle de la France, Carrefour en France. Il faut bien se rappeler que quand on parle du bœuf, c'était plutôt pour le Brésil. Et là, c'est pour la France. Et pour Carrefour en France, donc on a réussi à corréler en fait des cas de déforestation dans une localité. Vous voyez là où il y a un pic rouge en haut à droite, c'est une municipalité qui s'appelle Formosa do Rio Preto, à Bahia. Et donc, dans cette municipalité, qui est une des principales municipalités qui approvisionne la France en soja, il y a un fournisseur de soja qui s'appelle Bunge, un négociant. Et ce négociant, il exporte vers la France et il arrive donc au port de Saint-Lazare ou au port de Brest et il vient alimenter des élevages de volailles notamment, que vous voyez en haut à gauche, avec du soja qui est lui concassé, extrudé. Donc, on a du tourteau de soja. Et donc, cet élevage, c'est des élevages qui font partie du groupe LDC, donc un des leaders de la volaille française et européenne, et qui fournit notamment les marques propres du groupe Carrefour. Donc voilà, mais ce n'est pas que Carrefour dans ce cas-là, c'est tout le monde qui est approvisionné par ce groupe-là. Et Carrefour, il faut savoir qu'ils sont engagés également avec un manifeste du soja durable qui est censé exclure le soja issu de la déforestation après 2020. Et là, on a vu Bunge, en l'occurrence, dans un de nos rapports qu'on a sorti en juillet, qui s'approvisionnait en soja issu de la déforestation après 2020. Donc ça, c'est la parenthèse sur le soja que je ferme, mais on a également fait ce travail sur le soja dans les rapports qu'on a fournis au groupe Carrefour. Donc ensuite, on a lancé une campagne, Carrefour nous en fume, donc vous avez vu en introduction. J'aurai juste le temps, encore 5 minutes, je pense. Donc cette campagne, Carrefour nous en fume, elle a été lancée donc, le 5 septembre, c'était la journée mondiale de l'Amazonie. Donc on a eu plusieurs actions, notamment cette action dans les rues de Paris. Donc ça, c'est pas une vraie photo, mais on a fait une action aussi avec cette encart dans les rues de Paris. On a également fait des conférences de presse, donc là, comme vous pouvez voir, en haut à gauche. On a également fait une action devant un carrefour qui était dans le 16e arrondissement avec des députés européens. Michel Rivasi, que vous pouvez voir, d'autres ONG qui nous ont soutenus, que ce soit Canopé, Envolver, des représentants autochtones, mais également Planète Amazon, qui sont sur ces photos. On a également fait un cache investigation, donc on a un cache investigation qui a regardé cette problématique-là. Des influenceurs, comme Nicolas Mérieux, qui a été très content de faire cette vidéo pour nous, vu qu'il a réussi à avoir beaucoup de visibilité. Donc, on a quand même pas mal parlé de cette campagne.
Il y a eu pas mal de retombées presse sur les 20 heures de France 2, de France 3, France Inter, France Info, RFI, France 24, etc. etc. Voilà, donc juste pour vous dire qu'il y a pas mal de bruit sur cette campagne. Donc on veut toujours que ce soit plus, bien sûr, de notre côté, hein, mais ce qu'on attend surtout, c'est des engagements du groupe Carrefour, et on va y revenir. Donc ça, c'est un peu la chaîne d'action qu'il y a eu sur Carrefour durant la campagne. Donc, comme en haut, c'est tout ce qu'on a fait nous, et en bas, c'est ce qu'a fait Carrefour. Donc, on va peut-être commencer par Carrefour. Donc, Carrefour, donc, en avril 2022, comme je vous dis, ils écrivent dans leur document d'enregistrement universel, ils annoncent suspendre l'achat de viande originaire des fermes du Randonneur auprès du fournisseur JBS. Nous, en parallèle, on identifie des produits bœuf issus de 2 abattoirs du Randonneur, avec 12% des approvisionnements. Donc, ce n'est pas juste un produit, hein, c'était massif. Donc, vraiment une incohérence totale. On lance la campagne le 5 septembre. Carrefour, ils savaient qu'on allait lancer cette campagne, vu qu'on leur avait partagé le rapport. Il faut savoir que nous, on est en rapport avec eux régulier, hein, c'est-à-dire qu'on discute avec eux. Durant tout le mois de mai, on a discuté avec eux, chaque semaine quasiment. Ils nous ont annoncé qu'ils allaient faire des changements. Avant le lancement du rapport, on leur partage le rapport. Ils annoncent, bien évidemment, avant la sortie du rapport, des changements, et donc notamment la suspension des achats de viande venus des abattoirs de Pimenta Bueno et de Villena, donc les 2 abattoirs que je vous ai partagés. Donc, nous, on lance la campagne. Ils annoncent que ces suspensions également dans la presse, donc ces suspensions sont assumées. Hein. Dans la presse, ils disent on arrête de s'approvisionner auprès de ces 2 abattoirs. Donc tout le monde est content. Même la presse nous dit bah, c'est bien, ils se sont engagés, ils se sont améliorés, etc. Et en fait, on se rend compte, parce nous, on s'est dit on va quand même vérifier. Et donc, on a vérifié durant les 2 mois qui ont suivi, et on s'est rendu compte que 4 magasins du groupe Carrefour vendaient toujours des produits issus de ces abattoirs. Donc là, on était quand même assez déçus. Carrefour annonce sa stratégie début novembre sur 2026. La stratégie est toujours aussi peu ambitieuse, c'est-à-dire toujours 0 déforestation en 2030. Voilà. Peu de mention d'ailleurs de la déforestation, peu de mention du Brésil, alors que Carrefour est devenu vraiment massif sur le Brésil. Ils ont même annoncé ce 8 novembre 2022 qu'ils allaient lancer un magasin Atacadão en France en septembre 2023. Donc, vraiment un choix stratégique fort. Et donc, nous, on sort un nouveau rapport qui s'appelle Carrefour nous en fume toujours, en expliquant qu'il y a toujours ces abattoirs qui sont présents les produits issus de ces abattoirs qui sont présents dans les magasins Carrefour au Brésil. Et donc voilà, donc on a de nouveau une discussion avec eux. Et là, Carrefour nous dit merci de nous alerter. En gros, ils nous évoquent le fait qu'on est des bons consultants. Tout ce qu'ils nous avaient annoncé, comme quoi ils allaient faire une plateforme publique pour présenter et être plus transparent, qui était censé être lancé en 2023. Ils nous disent que ce sera peut-être en 2023. Donc, voilà, on est quand même assez déçus des résultats. On pense quand même qu'ils sont engagés. On pense surtout que grâce à Lula, ça va changer. Mais voilà un peu les résultats qu'on a eu durant la séquence. Je voulais quand même terminer par une nouvelle positive qui nous force à croire que ça va être possible. Donc, il y a deux résultats que je voulais vous partager. Donc déjà, ce qu'on a évoqué sur l'huile de palme. Il faut savoir que l'huile de palme, donc on en a beaucoup parlé dans les années début 2010. Et il faut savoir que depuis cette année-là, l'expansion liée à l'huile de palme qui a remplacé des forêts, donc a vraiment réduit. On passe d'une déforestation on a réduit quasiment de 95% cette déforestation sur les 5 à 6 dernières années. Et ça a été remarqué sur le terrain avec des données satellites. Donc voilà, donc en gros, les engagements publics et surtout les engagements des entreprises, 0 déforestation suivi de vérification de terrain avec de la transparence, c'est-à-dire des entreprises qui, sur leur site internet, partagent l'origine de leur matière première, que ce soit les traders, que ce soit l'origine de l'huile de palme avec les moulins, des fois les plantations, et aussi une certification robuste avec la RSPO qui est devenue robuste. Donc ça a permis quand même de vraiment réduire drastiquement la déforestation en Indonésie, alors que le gouvernement n'est pas forcément, il a quand même été engageant, mais ça reste quand même toujours compliqué. Donc voilà, c'est possible. Et nous, ce qu'on veut, en fait, c'est que le niveau de maturité de l'huile de palme en Indonésie soit le même pour le bœuf et le soja. Et on en est loin pour l'instant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a maintenant Lula au Brésil. C'est là quand même où se passe le plus gros de la déforestation. Hein. Vraiment, la majorité de la déforestation ces dernières années a eu lieu au Brésil. Et là, vous pouvez voir sur le schéma de droite que sous Lula, on a quand même baissé la déforestation d'un 80-90%. Dans les années 2000, hein, donc le premier mandat de Lula. Depuis Bolsonaro, comme vous voyez, ça a vraiment augmenté. Et donc là, Lula est arrivé, avec quand même une victoire en demi-teinte. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si Lula a réussi à avoir de tels résultats dans les années 2000, c'est aussi grâce à un engagement très fort du secteur privé, à la fois
à la fois des producteurs, à la fois des négociants, à la fois des utilisateurs finaux, mais également des financeurs qui ont vraiment choisi de financer la lutte contre la déforestation et d'appuyer, on va dire, ceux qui s'amélioraient. Donc, on aura besoin de tout le monde et on aura besoin notamment de vous qui suivez cette conférence. Et si on fait ça, c'est pas que pour la forêt, c'est aussi pour ces populations autochtones qui sont venues en France pour justement dénoncer cette déforestation, qui sont venus aussi en France devant des carrefours pour pouvoir dénoncer cette déforestation. Donc là, c'est la PIB, c'est pas n'importe qui, c'est tous les représentants de la PIB. Donc, c'est les représentants des populations autochtones brésiliens, donc notamment Dinaman qu'on voit à droite, et qui sont venus voilà, dénoncer les pratiques du groupe Carrefour en France. C'était en juin de l'an dernier. Et donc, c'est aussi pour eux que l'on se bat, parce que moi, pour vous donner un petit côté un peu plus vrai et humain, nous, quand on est allé dans le Rondônia parler de ce que l'on faisait, les gens étaient vraiment en pleurs pour dire merci de nous aider, et ils étaient très, très contents de pouvoir voir que ça avait des résultats. Donc, si vous avez des changements de politique d'investissement, c'est pas juste pour remplir des tableaux Excel, c'est aussi réellement pour faire changer des pratiques et toucher et impacter ces personnes-là. Ces personnes, une forêt qui n'est pas déboisée, c'est quelque chose c'est vraiment une amélioration pour eux. Et ils se battent pour ça régulièrement, qui est des fois et souvent malheureusement au péril de leur vie, comme on peut le voir régulièrement dans les médias. Voilà pour ma présentation. Merci de m'avoir écouté. Et peut-être un dernier message que l'on dit à MyTear, c'est que c'est jamais impossible d'y arriver, malgré les informations qui sont noires comme ma présentation. Merci à vous. Merci beaucoup, Boris, c'était très clair. Je vous propose de passer tout de suite à la présentation de Sophia et on prendra les questions à la fin. Donc, Sophia, Fournaise de Faire Initiative, tu vas d'abord nous présenter une rétrospective rapide des principales conclusions du dernier rapport de Producer Index et ensuite tu feras un petit focus sur Carrefour. Je te laisse la parole. Merci. Super. Merci Marie et aussi merci Boris. C'était super, super intéressant. Et bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler des recherches, des outils et des engagements collaboratifs menés par FAIRE. Et avant tout, je voudrais remercier le FIR de m'avoir invité et vous remercier tous de partager votre temps avec moi aujourd'hui. Alors moi aussi, je vais partager mon écran. Si vous me donnez une seconde. Normalement, ça devrait marcher. Vous voyez bien mon écran? Oui. Super. OK. Alors, avant de plonger dans le sujet, je voulais vous présenter aussi FAIRE. Je crois qu'il y a plusieurs de nos membres parmi vous, mais bon, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une organisation à but non lucratif et nous gérons un réseau d'investisseurs axé sur les risques et les opportunités ESG dans le système alimentaire. Ce que nous proposons pour ce réseau, c'est une production de recherche, des outils pratiques et aussi nous facilitons des engagements collaboratifs avec les plus grandes entreprises dans le secteur agroalimentaire pour permettre à nos membres de vraiment naviguer ce secteur qui est très complexe et très interconnecté. Et nous sommes ravis de compter plus de 350 membres investisseurs dans notre réseau avec plus de 70 000 milliards de dollars d'actifs combinés. Alors, en ce qui concerne le secteur alimentaire, nous nous concentrons principalement sur les chaînes de valeur des protéines, car si on regarde le secteur alimentaire, c'est vraiment en particulier les protéines animales et l'élevage industriel qui sont fortement exposés aux risques environnementaux, sanitaires et sociaux. On pourrait penser que lorsqu'on parle de protéines animales, nous regardons seulement les éleveurs et les producteurs, mais chez FAIRE, en fait, nous adoptons une approche de chaîne de valeur très complète parce que nous évaluons et engageons des entreprises parmi celles qui fournissent les producteurs
telles que les sociétés pharmaceutiques ou agrochimiques, jusqu'aux entreprises face aux consommateurs, les fabricants, les restaurants, les supermarchés. Dans notre univers de couverture, nous avons des entreprises françaises telles que Carrefour, évidemment, mais aussi Groupe Casino, LDC, Virbac, Petokino, mais aussi des noms internationaux comme Nestlé, Walmart, Unilever, etc. Alors, aujourd'hui, on va parler beaucoup des producteurs de protéines et aussi des interconnexions entre les producteurs de protéines et les supermarchés. Et on va comparer les risques et les opportunités dans cet espace. Je vais vous présenter notre indice de producteurs de protéines de façon très rapide. Alors, nous avons développé cet indice pour pouvoir évaluer les plus grands producteurs de protéines au monde. Alors, l'univers de l'indice couvre 60 entreprises, les plus grandes sociétés cotées en bourse qui produisent des protéines animales. Et nous avons choisi ces entreprises en raison de leur capitalisation boursière et leur exposition aux 5 principales catégories de protéines animales que nous couvrons. À savoir, c'est le bœuf, les produits laitiers, le porc, la volaille et les œufs et l'aquaculture. Alors, j'imagine que vous avez des noms que vous voyez devant vous qui sont dans votre portefeuille ou que vous connaissez très bien. Et on va parler un peu plus de détails de certains de ces noms-là. Mais seulement pour introduire notre méthodologie. Alors, ici devant vous, vous avez les 10 facteurs de risque et opportunités et les 33 facteurs clés de performance, KPI, que nous utilisions pour évaluer chaque entreprise. Alors, chacune des entreprises sont classées dans différentes catégories de risques par rapport à ces facteurs-là, ayant du risque élevé, moyen et faible aux meilleures pratiques. Et un des facteurs de risque concerne le risque de déforestation et de perte de biodiversité. Et comme vous pouvez voir, il y a plusieurs indicateurs de performance dans le cadre de ce facteur de risque. Et je vais vous en parler avec un peu plus de détails de notre méthodologie pour évaluer leur entreprise sur la solidité de leur politique de prévention de déforestation et les mécanismes d'application des politiques de prévention de déforestation. Alors, ici, nous avons le classement global. Chaque barre représente une entreprise. Les entreprises qu'avec une meilleure gestion de risque reçoivent plus de points et ont des barres plus hautes, tandis que les entreprises avec la pire divulgation et gestion de risque reçoivent moins de points et ont des barres rouges, plus petites, qui sont classées comme à haut risque en rouge. Malheureusement, on peut encore voir que 50% des entreprises sont encore classées à haut risque. Et qu'est-ce que ça veut dire pour les distributeurs et les noms qui sont plutôt face aux consommateurs? Une chose à noter, c'est que ces entreprises couvertes par l'indice, il y a un petit échantillon qui est à gauche, sont une partie essentielle de la chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale et elles sont fournisseurs des grandes marques européennes. Alors, même si vous ne les avez pas dans vos holdings, vous êtes exposé à ces risques en raison d'avoir dans vos holdings des noms des fabricants, des distributeurs et toutes ces entreprises qui sont montrées à droite, telles que Carrefour, mais aussi, par exemple, Nestlé, McDonald's, etc. Alors, voici un petit aperçu des données au niveau entreprise. C'est l'exemple de l'entreprise française de volaille LDC. Les membres de FER qui utilisent cet indice peuvent accéder à toutes ces données très granulaires pour éclairer leurs décisions d'investissement et notre analyse est à la fois quantitative et qualitative. Mais maintenant, on veut vous donner un aperçu avec un peu plus de profondeur de notre analyse en ce qui concerne les facteurs de risque qui concernent la déforestation. Et on veut parler un petit peu plus de lien entre les producteurs et les entreprises de fabrication et les produits alimentaires et aussi des supermarchés. Alors, ici, vous trouvez devant vous un tout petit résumé des KPI couverts par le facteur de risque de déforestation. Je vous montre 3 des KPI, mais en fait, nous avons 9 en total quand on évalue cette entreprise. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous évaluons la force, la solidité des engagements que l'entreprise a pour atteindre des objectifs de zéro déforestation
conversion, alors objectif DCF, tant pour le bœuf que pour le soja pour l'alimentation animale, parce que comme Boris a expliqué, en fait, la production de soja est aussi une source de déforestation en Amazonie et dans d'autres zones qui sont en Amérique du Sud et qui sont à haut risque de déforestation. Alors, ça veut dire que on entend souvent, moi, je ne consomme pas de bœuf ou je ne fais pas d'achat de bœuf. En fait, les poulets, les poissons produits de manière intensive sont nourris avec ce soja. Donc, même si vous ne consommez pas de bœuf, vous pouvez consommer des produits liés à la déforestation ou vous pouvez voir que les supermarchés comme Carrefour vendent ces produits-là. Alors, nous évaluons des critères tels que l'entreprise, comment elle évalue-t-elle des risques pour identifier les endroits à haut risque de déforestation? Quelle est la force de ses engagements en matière de déforestation? Quelle est la couverture de ces engagements? C'est vrai qu'on voit beaucoup des engagements qui disent Amazonie seulement. Il faut savoir qu'il y a d'autres zones qui sont à haut risque de déforestation. Et aussi la transparence par rapport au progrès par rapport à cet engagement. Alors, quels sont les outils de monitoring que l'entreprise a pour vraiment vérifier qu'il y a du progrès? Et c'est ça qui est très important de souligner, qu'il ne s'agit pas seulement d'engagement, car avoir un engagement, on pourrait dire ça c'est facile, moi je peux publier un engagement demain, mais c'est ce qui est le plus important, c'est que l'entreprise puisse démontrer qu'elle dispose des bons outils de contrôle pour faire respecter la conformité de ses engagements dans l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement. C'est-à-dire des outils tels que des technologies satellitaires, de la traçabilité, de l'ensemble des activités qui sont dans leur chaîne d'approvisionnement. Alors là, je vais vous laisser avec 3 mots-clés, c'est engagement, suivi, traçabilité. Alors, l'indice de producteurs de protéines, ça fait 5 ans. On évalue les plus grands producteurs de protéines au monde. Là, vous voyez un peu un comparé par rapport à la divulgation des risques de déforestation liés au soja et au bétail de 2009 à 2022. On voit du progrès, ce qui est positif, mais le résultat est encore mixte et on voit encore que même aujourd'hui, même si on a vu de progrès, il y a plus de négatifs que de positifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que près de la moitié des entreprises évaluées sur l'approvisionnement en soja et l'approvisionnement bovin n'ont aucune discussion publique sur les risques de déforestation liés à leur chaîne d'approvisionnement. Aussi, on voit que la plupart des entreprises devraient en faire beaucoup plus, étant donné l'urgence de la question et notamment les législations européennes qui avancent rapidement. Mais bien que de plus en plus des entreprises réagissent à cette attention croissante, et je dois ici féliciter Boris parce que en fait, toutes ces campagnes, ça met beaucoup de pression dans ces entreprises. Mais toujours, pour la moitié des entreprises, l'information n'est pas encore complète. Et même s'il existe des objectifs d'engagement de déforestation zéro, ceux-ci ne suffisent pas parce que, encore, ils ne traitent que des risques de déforestation dans, par exemple, le biome amazonien, mais pas dans des zones similaires, comme par exemple le Pantanal, le Cerrado, des zones dans le Paraguay, en Colombie. Et aussi, il y a en fait la question de la manière dans laquelle les entreprises contrôlent la conformité de ces chaînes d'approvisionnement n'est pas encore complète. Comme Boris a parlé du blanchiment de la viande, ça c'est un exemple clair. Si on n'a pas vraiment une vision globale des chaînes d'approvisionnement, c'est impossible de s'assurer que la traçabilité est complète et que la traçabilité peut vraiment dire qu'on a une traçabilité 100% zéro déforestation. Ceci est particulièrement vrai pour le bœuf parce que la fragmentation de la chaîne d'approvisionnement en Amérique du Sud est très, très compliquée. Alors, si on parle de Carrefour, ici dans cette table, on peut voir les engagements de Carrefour pour arriver à une déforestation zéro et leur date. On parle sur l'ensemble des chaînes d'approvisionnement en bœuf et en soja. Et nous constatons par exemple qu'aujourd'hui, Carrefour peut garantir seulement que 87 du bœuf vendu est zéro déforestation. Et même si l'entreprise s'engage à arriver à 100% d'ici à 2030, ça c'est beaucoup trop loin. En fait, en meilleure pratique, on attend que les entreprises
puisse avoir fixé un objectif zéro déforestation, soit 2020 ou le plus tard 2025. Et surtout, si on le compare avec d'autres supermarchés, comme par exemple Tesco, le plus grand supermarché au Royaume-Uni, c'est un supermarché qui a déjà respecté son objectif d'avoir 100% de sa chaîne d'approvisionnement de bœuf, d'être 100% deforestation free en 2020. Alors, Carrefour est encore à l'arrière. Et aussi la question, comment Carrefour pourra-t-il atteindre ses objectifs s'il n'est pas aligné avec ses fournisseurs? Parce qu'à la droite, ce qu'on peut voir, c'est que ses fournisseurs et ceux qui sont en orange, c'est des fournisseurs qui n'ont pas eux-mêmes des objectifs zéro déforestation. Alors, on va parler un petit peu plus de ces deux fournisseurs-là. Alors, ici, on peut voir les 5 plus grands fournisseurs de Carrefour et comment ceux d'entre eux sont classés comme étant à risque moyen, 3, tandis que 2 sont à risque élevé. Alors, nous voyons beaucoup d'attention sur JBS, parce que c'est la plus grande entreprise au Brésil, mais il est important de noter que les 2 fournisseurs chinois de Carrefour sont encore pire en termes de divulgation des risques de déforestation. Et par exemple, le fournisseur Great Wall Enterprises, qui est plus en droit et qui est vraiment a le pire des scores, acquis des abattoirs au Brésil. Alors ça aussi, c'est très, très concernant. Alors, je vous ai parlé des risques, mais maintenant, je veux aussi vous parler un petit peu plus de qu'est-ce que vous pouvez faire à ce sujet et le rôle que les investisseurs peuvent jouer en utilisant leur influence en tant qu'actionnaires. Alors, nous avons parlé de l'amélioration des chaînes d'approvisionnement en viande bovine, mais qu'en est-il de la réduction de la dépendance excessive aux protéines animales? Parce que la réalité, c'est que si nous voulons vraiment arrêter la déforestation et réduire les émissions, il est aussi urgent de réduire la consommation de viande bovine. Je ne veux pas dire tout le monde doit devenir végan, mais il faut réduire la consommation. Et c'est pour ça que FAIRE a lancé cet engagement sur ce qu'on appelle Sustainable Proteins Engagement. C'est vraiment avec la conviction qu'il est important de travailler avec les supermarchés et les producteurs alimentaires pour les aider à faire la transition vers des protéines plus diversifiées et pour vraiment capter la demande des consommateurs, pour avoir aussi une source de protéines plus diversifiée, mais aussi pour atteindre leur objectif de durabilité. Et on parle des objectifs d'émission, mais aussi des objectifs zéro déforestation. Alors ça, c'est le premier engagement qui vise à encourager les 25 plus grandes entreprises alimentaires au monde à développer une approche pour diversifier les sources de protéines en s'éloignant de cette dépendance excessive en protéines animales, plutôt proposant des protéines animales de haute qualité avec une traçabilité totale, mais aussi des alternatives comme des protéines végétales. Et Carrefour et Groupe Casino font partie de cet engagement collaboratif. Alors, quelle a été l'interaction avec Carrefour? Alors, en fait, à partir de cet engagement, on mène un dialogue avec Carrefour depuis les 5 dernières années. Et voici le dernier classement avec un peu le scoring de Carrefour. L'entreprise a obtenu 46 points, ce qui la positionne dans la catégorie active, qui est classée 17 sur 25 entreprises évaluées. Et ce que je peux dire de positif, c'est que nous avons constaté du bon progrès au cours des dernières années. Lorsque nous avons commencé, Carrefour ne voulait pas vraiment, même pas s'asseoir à dialoguer avec les investisseurs. Alors, FAIRE facilite ce dialogue, mais c'est vraiment les investisseurs qui demandent à l'entreprise d'avoir ce dialogue. Et alors des 2 dernières années, principalement, ils ont vraiment intégré les demandes des investisseurs dans leur stratégie de base et le dialogue a été beaucoup plus productif. Par conséquent, c'est la première année que nous avons donné à Carrefour une perspective globale positive à long terme, car on voit que dans leur stratégie, ils développent des analyses de scénarios et de diversification de ces chaînes d'approvisionnement. Alors, ça ne veut pas dire que tout est positif. Voilà, on a des points un peu, les points positifs et les points plus négatifs de ce dialogue avec Carrefour.
Alors, du côté positif, on voit que la compréhension de Carrefour en termes de la matérialité de la question de protéines animales a progressé. Et au cours de sa discussion avec l'engagement collaboratif, l'entreprise a vraiment montré une forte conscience des risques liés aux chaînes d'approvisionnement de l'agriculture animale et l'impact sur son activité. Et aussi, elle a une forte acceptation de l'importance de la diversification des protéines pour une augmentation des options de protéines à base de plantes comme un outil de décarbonisation. Et ça, c'est un grand changement comparé aux premières années. On voit aussi que Carrefour a lancé de nouveaux objectifs d'approvisionnement durable pour le soja, ce qui est important, et aussi commence à implémenter, par exemple, des outils de traçabilité de blockchain pour le soja et pour l'approvisionnement du bétail. Et après aussi, on voit qu'elle a renforcé les règles de conformité pour ses fournisseurs et elle a entendu son engagement pour implémenter des systèmes de géosurveillance, particulièrement pour les fournisseurs de bœuf brésiliens. Après, ce qu'on voit en fait de négatif, c'est on voit la nécessité de plus de transparence autour de ces initiatives de diversification de son portefeuille. Ça veut dire que Carrefour ne donne pas une image assez claire de la façon dont il va suivre ce progrès et divulguer des chiffres spécifiques, des targets spécifiques. Et aussi, on voit un besoin urgent de divulguer la façon dont il compte réaliser l'alignement entre ses engagements d'émissions net zéro ou de déforestation zéro et la contradiction avec la manque de transparence de ses fournisseurs. Alors là, c'est encore le point clé. On peut avoir beaucoup d'objectifs, mais s'il n'y a pas de transparence, s'il n'y a pas des targets spécifiques et s'il n'y a pas de transparence des fournisseurs, on ne va pas arriver à ces objectifs et on va déplacer chaque année l'objectif pour une année plus en long terme, ce qui est ce qu'on veut éviter. Alors, en fait, cet engagement collaboratif montre qu'il est possible d'influencer les entreprises en tant qu'investisseurs, surtout si de nombreux actionnaires de l'entreprise sont réunis autour de la même table, on pourrait dire. Cependant, beaucoup d'entre vous ont beaucoup d'influence sur les entreprises françaises et vous interagissez avec elles d'une façon très constante. Alors, je souhaite vous laisser avec quelques suggestions de questions pour vos propres dialogues bilatéraux avec les entreprises concernant leur exposition aux protéines animales et aux risques associés à celles-ci. Alors, c'est très basique. En fait, dans les outils que nous offrons pour nos membres, on a une liste d'une vingtaine de questions, mais je vous laisse avec les questions principales. Alors, l'important, c'est vraiment comprendre d'où s'approvisionne l'entreprise en termes de soja et bœuf, et si elle peut vraiment garantir qu'il provient de zones qui ne sont pas à haut risque ou où la déforestation est nulle. Quels sont les systèmes de contrôle dont dispose l'entreprise pour s'assurer qu'elle respecte ses engagements? Et quelles sont les mesures prises s'il y a une non-conformité détectée chez un fournisseur? Et aussi, quel est le niveau de traçabilité de l'entreprise pour les produits? Et quand on parle de traçabilité, on parle de traçabilité au niveau de l'État, de l'usine, de la ferme. Comme Boris a expliqué, il faut vraiment aller, la meilleure pratique, c'est aller au niveau de chaque ferme, parce que sinon, on ne peut pas s'assurer qu'il n'y a pas ce blanchissement de bœuf. Et finalement, on parle de diversification de protéines. Il faut vraiment comprendre comment les entreprises engagées s'engagent à augmenter le volume de vente de substituts de viande et de produits laitiers et quels sont les objectifs fixés et comment elles vont aligner ces objectifs net zéro avec ceux de ces fournisseurs. Alors, je vais m'arrêter là. Je vous laisse avec un peu plus d'informations sur FAIRE. Le réseau est gratuit pour les investisseurs à rejoindre et vous allez avoir accès à toutes ces données et ces engagements et aussi des informations sur chacune des entreprises au niveau qualitatif et quantitatif. Je vais m'arrêter là et je me réjouis d'entendre vos questions et vos feedbacks. Merci. Merci beaucoup, Sophia. Écoute, tu vas déjà pouvoir commencer à répondre à quelques questions qu'on a eues dans le chat. Si tu peux peut-être revenir slide 8 sur ta présentation.
On a une question de Antoine Vallier qui demande pourquoi Carrefour n'est pas lié à JBS dans la slide 8. Je n'ai pas fait attention, mais... Ah, Oui, tu es en alors mute. elle est, Ouais. non, elle est liée à JBS, comme j'ai montré dans la slide où je regarde en fait les 5 principaux fournisseurs de Carrefour. JBS est un des 5 principaux fournisseurs, mais en fait, quand on fait ce graphique qui montre l'interdépendance entre les fournisseurs et les supermarchés, c'est seulement un échantillon des plus grands producteurs. C'est pour ça que JBS n'est pas là, parce qu'on n'arrive pas à montrer tous les fournisseurs dans une même visuel. Mais oui, on a quand même beaucoup de détails qui identifient JBS comme un des principaux fournisseurs de Carrefour. Ok. Super. On avait une question de Perrine à laquelle Boris a déjà en partie répondu, qui demande pourriez-vous nous expliquer pourquoi JBS, dont Boris a parlé, comme le Monsanto de la déforestation, entre guillemets, est plutôt bien classé dans votre indice. Donc, peut-être que vous pouvez répondre chacun de votre côté. Je commence alors? Mhm. Vas-y, ouais, comme tu veux. Vas-y, Sophia. Moi, j'ai déjà répondu dans le temps. Je compléterai si. Oui. Alors, oui, c'est vrai que JBS, on voit que cette entreprise attire beaucoup l'attention des médias parce que, bon, en raison de sa taille et le fait qu'elle a une forte exposition dans l'Amazonie, c'est vrai que dans le classement, on a des entreprises de partout dans le monde et on voit que, par exemple, la divulgation des entreprises brésiliennes est beaucoup plus complète par rapport à, par exemple, les entreprises en Asie. Alors, si on fait un classement global, c'est vrai que JBS est classé de façon beaucoup plus élevée que, par exemple, toutes ces entreprises chinoises dans lesquelles on voit que l'information est presque inexistante. Et c'est vrai que le classement classe ces entreprises concernant 10 facteurs de risque et opportunité. Alors, on ne parle pas seulement de déforestation. Si on parle, par exemple, de la divulgation de JBS par rapport à l'utilisation d'eau, à l'utilisation d'antibiotiques, à l'utilisation, par exemple, la divulgation des émissions, JBS a une divulgation plus complète et des meilleures pratiques par rapport à d'autres entreprises. Il faut aussi noter que JBS, par exemple, a fait des forts investissements dans des protéines alternatives, ce qui lui donne aussi un classement un peu plus élevé en raison de sa diversification. Mais si on regarde des facteurs spécifiques comme la déforestation et la déforestation des zones à haut risque, comme en Amazonie, c'est là que JBS, le classement, voit des points, des points de risque beaucoup plus élevés. Je ne sais pas si tu veux compléter, Boris. Ouais. Merci, ouais. Merci, Sophia. J'ai travaillé par le passé au WWF. J'ai été dans les années 2008-2009 et on a été les premiers à lancer ce qu'on appelle les scorecards. Scorecard d'huile de palme, scorecard sur le soja, scorecard sur le papier, etc., le bois. Et c'est vrai que je trouve que c'est toujours pertinent de faire des scorecards, mais aujourd'hui, il y a des risques et des biais au scorecard qui sont le fait qu'un scorecard va évaluer ce qu'on lui demande d'évaluer, en fait. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, Sophia, c'est-à-dire ça va évaluer sur différents critères, différents éléments. Et en général, les grosses entreprises, et ça je l'ai vu, c'est pour moi un biais des scorecards en général, c'est que les grosses entreprises sont souvent mieux notées parce qu'elles ont des politiques, des pratiques, des personnes employées pour pouvoir mettre en place tout ça, toutes ces démarches. Et en l'occurrence, concernant JBS, nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que tout ce qui est indiqué sur le papier, alors uniquement sur le critère des déforestation, mais ça peut être aussi sur la question du travail esclavagisme moderne dans leurs abattoirs, et sur de nombreux engagements qu'ils ont pris donc sur le papier nouveau, on voit que sur le terrain, c'est pas mis en place. Et pour moi, je pense qu'il faut rajouter, et ça, c'est des discussions que j'ai avec beaucoup d'acteurs qui font des scorecards, je pense notamment à ZSL, la Forest 500 que vous avez mentionné, ou d'autres. Je pense qu'il faudrait rajouter un critère de niveau de responsabilité de l'entreprise par rapport à sa taille. C'est pareil sur l'huile de palme. Par exemple, un groupe comme Wilmar est tout le temps mieux noté que d'autres acteurs parce que Wilmar est le principal négociant d'huile de palme. Donc forcément, vu qu'il met en place des pratiques de bonne qualité et qu'elles sont indiquées,
il est bien noté. Mais par contre, il le fait sur un périmètre restreint de son approvisionnement, pas sur tout son approvisionnement, notamment sur la part de négoce ou de trading. Et donc, résultat, si on regarde l'ensemble de l'impact de l'entreprise, que ce soit un Wilmar, un JBS, d'autres acteurs, quand ils sont assez gros, on va dire qu'ils ont une bonne note sur l'aspect théorique, politique, indiqué sur leur site internet, sur leur rapport, etc., etc. Mais quand on regarde derrière après sur les pratiques, ça peut être différent. Et donc pour moi, je pense qu'il faudrait rajouter deux, trois éléments pour que les scorecards soient plus justes, c'est-à-dire les pratiques constatées sur le terrain, avec des cas, des rapports, etc. Et voilà. Et aussi de pondérer la note avec la taille et donc l'obligation que devrait avoir un groupe par rapport à sa taille. Parce que pour moi, une PME, si on note une PME et un groupe mondial de la même façon, forcément, le groupe mondial va être mieux noté. Et moi, c'est un peu un mea culpa que je fais aussi à nos pratiques en tant qu'ONG. Hein. C'est que le fait de taper, entre guillemets, sur les plus gros, ben, on les légitimise et on les rend plus forts. Et donc, on fait un peu... on a un impact sur les plus petits acteurs. Donc, tout ça pour dire que voilà, les scorecards, c'est toujours intéressant, mais il faut aussi regarder plus finement ce qu'il y a derrière. Voilà pour mon complément. Et concernant JBS, oui, bah, ils ont sur la déforestation, comme l'a dit Sophia, il y a des rapports tous les mois qui sortent de plein d'ONG différentes sur les cas de déforestation dans les territoires autochtones et même des propres employés qui disent qu'ils n'arrivent pas à suivre ce qui se passe, quoi. Donc, il y a un gros problème avec eux. Merci beaucoup, Boris. Je ne sais pas si tout le monde a vu le lien vers le rapport, votre rapport Mighty Earth, que tu as envoyé, donc je vais le remettre. Sinon, nous avions une autre question d'Antoine Vallier et puis ensuite on a encore 3 questions, donc je vais essayer d'accélérer un petit peu. Pour Sophia plutôt, y a-t-il un lien explicite, entre les KPI de l'Indisphère et les KPI CDP Forest? Oui, oui, oui. En fait, certaines des informations que nous intégrons dans notre évaluation des entreprises proviennent des informations que l'entreprise a déjà partagées dans le cadre de sa divulgation pour CDP Forest. Alors, en fait, cette information est intégrée dans notre évaluation. Super. Une autre question de Benjamin Chekroun. On entend que des nouvelles technologies type GPS, blockchain, analyse isotope stable vont changer la donne en termes de traçabilité. Qu'en pensez-vous? Je peux répondre si vous voulez. Aujourd'hui, on est en capacité de... Enfin, il y a des personnes qui parlent de s'installer sur le Mars et en même temps, on détruit la planète complètement. Donc, concrètement, les solutions technologiques existent sur la traçabilité, sur le blockchain. On peut arriver à faire ça, mais il faut savoir qu'il y a une opportunité clairement économique de continuer à se développer à bas coût en Amazonie, en profitant d'opportunités notamment foncières, de récupérer des terres et de développer, entre guillemets, l'Amazonie pour y installer des bovins. Et donc, en gros, c'est clairement une opportunité économique, politique de se développer sur ces zones. Et ces solutions technologistes qui existent, elles se mettent en place sur des petits volumes à valoriser et pas sur l'ensemble de l'approvisionnement. Donc, en complément aussi, ce que je dirais pour garder une bonne politique, c'est une politique qui va sur l'ensemble de l'approvisionnement, pas juste sur une proportion de son approvisionnement. Et donc, clairement, les solutions technologistes existent, elles peuvent être mises en place, mais la question derrière, c'est est-ce qu'il y a vraiment une volonté politique, économique, d'avoir ce genre de solution qui coûte cher dans un pays au Brésil, parce que c'est ici que se vend majoritairement le bœuf, où le bœuf coûte de plus en plus cher et où les personnes n'en achètent de moins en moins parce que ça coûte cher. Merci beaucoup. Sophia, tu veux rajouter quelque chose ou... Non, je suis d'accord avec Boris, je crois que c'est très complet comme réponse. Ok, super. Une question, est-il prévu une campagne sur la filière cuir? Est-ce que je réponds Peut-être pour Boris. donc, c'est une très bonne question. Moi, j'aime bien faire le parallélisme entre l'huile de palme et les autres matières premières. Sur la production d'huile de palme, il y a à la fois l'huile de palme, qui va plutôt pour les débouchés alimentaires et pour les agrocarburants. Mais il y a aussi l'huile de palmiste,
qui est en fait une huile qui est issue du noyau du fruit du palmier. Et en fait, on s'est rendu compte que pour que l'ensemble du secteur de l'huile de palme, donc de la production des plantations d'huile de palme, s'engage, il a fallu une implication forte des acteurs qui utilisaient l'huile de palme, c'est-à-dire un des débouchés économiques du fruit du palmier à huile. Et ces acteurs-là, c'était les acteurs notamment de la cosmétique ou de l'oléochimie en général, qui utilisent cette huile de palmiste qui est beaucoup plus visqueuse et qui sert notamment pour faire les shampoings et les savons. Et donc, en fait, pour le cuir, c'est pareil. C'est-à-dire que pour le cuir, il y a à peu près la valeur économique du bœuf, c'est 80% qui va pour le 70 et 80% qui va pour la viande. Et ensuite, vient après le cuir. Et le cuir, c'est aussi un débouché important. Là, il y a beaucoup de disputes et de lobbies pour que les acteurs du cuir disent que c'est un déchet et pas un coproduit. Beaucoup d'éléments sur la définition de ce qu'est le cuir. Mais c'est forcé de constater que si on n'intègre pas le cuir dans le changement, on n'arrivera pas à transformer en fait les pratiques de l'ensemble de la filière. Et donc, oui, clairement, il faut agir sur le cuir, sachant que le cuir se trouve dans les chaussures, dans la maroquinerie, mais aussi dans les voitures. Je pense à Renault ou Peugeot, qui s'approvisionnent, et il y a des rapports qui le disent, issus de cuir, issus de la déforestation. Et donc, oui, il faut clairement que les acteurs du cuir s'engagent là-dessus, et c'est en discussion concernant la possibilité d'une campagne. Super, merci beaucoup. On a une dernière question. Alors, c'est une question très large, donc comme il est 13h02, on va peut-être pas avoir le temps d'y répondre entièrement. Mais ce que je vous propose, je peux toujours vous la poser et si vous pouvez répondre en 1 minute. Et s'il y a des réponses complémentaires à faire, on pourra toujours y répondre par écrit. Donc, on a une question qui demande votre avis sur la réglementation sur la déforestation importée qui a été développée par la Commission européenne en décembre 2022. Et est-ce que ça vous paraît suffisamment contraignant en pratique? Je commence, Sophia. Alors, en pratique, c'est une énorme première, une magnifique législation pour pouvoir enfin mettre toutes les matières premières au même niveau, que ce soit le soja, l'huile de palme, etc., sur la question de la déforestation. Donc, une vraie première avec de grandes opportunités, mais le diable se cachant dans les détails, on verra comment elle se met en place, et ce n'est pas encore fait. Et surtout, si on regarde la principale empreinte forêt de la France, c'est le soja, qui est massivement importé, plus de 4 millions de tonnes par an sur la façade ouest française. Et ce soja, il est issu de la déforestation du Cerrado, qui est une savane. Et les savanes ne sont pas intégrées dans cette réglementation. Donc en gros, pour nous, ça a été une occasion manquée, sachant qu'elles sont censées rentrer dans la réglementation dans l'année qui vient. Mais selon les experts et derniers échanges que j'ai eus, ça ne devrait pas venir avant 3-4 ans. Donc en gros, c'est un super cadre qui reste encore à être défini et qui a loupé le plus gros impact de la déforestation importée européenne et française, qui est la déforestation de la savane du Cerrado, qui n'est pas une forêt, mais une savane. Ouais, moi, je suis complètement d'accord avec Boris. Et c'est encore la question de comment pouvons-nous nous assurer que en fait, les pays vont disposer des mécanismes permettant de garantir le respect de cette réglementation. Et concernant les régions, oui, on aimerait avoir vu le Cerrado, évidemment. C'est un des biomes les plus importants au monde. Aussi le Pantanal, des zones aussi de Paraguay qui ne sont pas du tout intégrées de Colombie. Et aussi, nous voyons des problèmes similaires avec les règlements concernant, par exemple, l'utilisation des antibiotiques, où, en théorie, la réglementation est excellente, mais après l'implémentation, ça prend plusieurs années pour vraiment arriver à avoir les mécanismes pour la faire respecter. Et là, maintenant, on est un peu dans une course contre le temps. Alors, il faut vraiment, vraiment avancer le plus vite possible. Mais bon, c'est un pas dans la bonne direction. Il ne faut pas nier ça. Super. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a débordé de 5 minutes. Et en tout cas, si vous avez des questions supplémentaires ou Boris et Sophia, vous voulez apporter des réponses supplémentaires, n'hésitez pas. On vous communiquera avec accord les présentations de Boris et Sophia dans
suite à ce webinaire. Et le webinaire est enregistré, donc vous pourrez aussi le regarder ou le transférer à des personnes intéressées. Et en tout cas, merci infiniment à nos deux intervenants. C'était, je pense, très clair et riche. Merci beaucoup pour votre travail et merci à tous d'avoir suivi ce webinaire avec attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Marie. Merci À Sophia. bientôt. Au revoir. Merci Boris.